Donc on va reprendre cet après-midi par la diffusion d'un film. Ensuite, on reprendra ce petit moment de débat entre nous. Franck Guichet, qui a eu déjà beaucoup de chance de venir jusqu'à nous avec les grèves, va faire qui veut la carte pour repartir. Voilà, donc il sera obligé de nous quitter vers 15h30, 15h45. Donc nous, on sera à partir de 15h15, 15h20. Et puis on passera à la fin des débats avec un petit tour d'horizon, le regard de Franck sur la journée avant qu'il parte. Et puis le collectif du CIAF viendra nous dire un peu ce qu'il lui aussi a ressenti la journée qu'il a organisée, quelles sont les perspectives qu'il peut tracer à partir de cette journée. Donc, ça serait pas mal. Voilà. Donc on reprend avec un film dont vous avez vu quelques-unes des protagonistes ce matin. C'est un film que l'on a tourné grâce donc à la confiance que l'APF de Carcassonne nous a fait, parce que quand on travaille avec Stéphane Kowalczyk, qui est là, que je vous présente, je ne l'ai pas fait ce matin, mais il est omniprésent, donc tout le monde l'a vu, qui est cinéaste, et Alexandre, qui est stagiaire, qui travaille avec nous aujourd'hui, donc merci Alexandre d'être là aussi. Donc notre manière de travailler, c'est d'essayer de capturer le réel de ce qui se passe vraiment dans la vie des gens qui nous confient à cet instant de leur intimité. Donc on n'a pas d'a priori quand on va sur le terrain, on n'a pas d'idées préconçues, on n'a pas de scénario. Et ce que l'on aime avoir, c'est carte blanche. On ne nous dise pas, on va vous montrer ça, mais pas ça. En tout cas, ça ne le montrait pas. Non. On a carte blanche, et puis on vous retrace, on vous restitue ce que nous, on a vécu à cet instant-là. C'est un moment particulier. Ça n'a pas valeur d'exemple universel, c'est un moment particulier, mais on l'a vu ce matin, nous ne sommes là que sur des cas particuliers, sur les 11 millions d'aidants. Donc, comment les professionnels abordent la relation avec les dents, comment ils contribuent à leur connaissance, comment cette rencontre dans la sphère intime se passe, et comment il y a des choses qui se jouent de manière assez subtile parfois, dans les silences, dans les non-dits, dans la patience que chacun, et les dents et les professionnels, ont dans leur relation pour s'accepter. Donc c'est tout ce qui va se jouer un peu dans ce film. On est allé rencontrer la famille de Madame Marty, et puis la famille de Madame Lambert. Une à Carcassonne, à côté de Carcassonne, et l'autre un peu plus dans la ruralité, dans un petit village de Haute-Delois. Voilà, ça dure 15 minutes, c'est ça. Et après, on parlera avec elle, puisqu'elle nous a fait vraiment un grand plaisir d'être là. Voilà. Merci Madame Lambert. J'ai le plaisir de vous dire que nous accueillons Madame Marty et M. Campanero qui nous ont rejoints pour le tournage du film. C'est un engagement de nous accueillir chez vous, comme vous l'avez fait, et puis vous êtes là aussi aujourd'hui. Donc votre engagement, vous le portez jusqu'au bout. Bravo, c'est vraiment chouette pour nous tous. Si vous voulez venir devant aussi, ou si vous voulez rester là, comme vous voulez. Si vous prenez vos aises. Hein. Voilà. Je peux vous demander quel est votre sentiment, Madame Lambert, d'être allée au bout de la... C'est très dur les questions ouvertes. Moi j'aime bien les choses ouvertes. Bon, j'ai dit dans le film que je suis plus toute jeune, donc à mon avis, il faut vraiment préparer ce que j'appelle le temps d'après. Pascal est aphasique, donc c'est un type de handicap qui est vraiment difficile parce que je pense qu'elle a fait de très gros progrès au niveau de la compréhension, mais on n'est jamais sûr à 100% qu'elle comprend bien. Il faut toujours reformuler pour être sûr que la réponse qu'elle a donnée correspond à ce qu'elle a en tête, etc. Et c'est la difficulté. Elle ne peut pas dire ce qu'elle veut pour son avenir. Qu'elle formule,
Bon, en plus, il y a l'auxiliaire de vie qui intervient aujourd'hui auprès d'elle, à la fin de l'année scolaire, va partir. Donc de toute façon, il fallait trouver une solution pour la suite. Alors j'en ai longuement parlé avec elle. Est-ce que tu veux vendre la maison, aller habiter dans une petite ville où tu pourrais seule faire, aller acheter tes cigarettes, aller au cinéma, etc. Et elle veut absolument rester chez elle. Moi j'ai eu du mal à l'accepter parce qu'on veut toujours, on croit qu'on peut faire le bonheur des gens malgré eux, mais c'est pas possible. Donc j'ai fini par accepter, c'est son vœu, voilà, elle a ses repères. Mais à côté de ça, il faut mettre des choses en place. Compte tenu qu'elle habite un petit village complètement isolé, il y a de mémoire, il y a moins de 100 habitants, il n'y a pas de commerce, il n'y a rien du tout. Bon, elle est intégrée socialement, elle a des amis vraiment très fidèles qui l'invitent assez souvent, mais elle est à une demi-heure de Limoux, une demi-heure pour aller chez le médecin pour le moment, parce que la réalité du tissu local, ben, c'est qu'on ne trouve pas de médecin, c'est qu'on ne trouve pas de rééducateur. Elle a 2 orthophonistes, une à Limoux, une autre à Esperanza, parce qu'elle ne pouvait pas la prendre 2 fois par semaine. Elle va jusqu'à Quillan, ça fait encore une fois une demi-heure pour aller chez le kiné. Enfin, c'est une vie de dingue. C'est de la fatigue pour elle, etc. Et donc, après en avoir parlé avec elle, on a convenu toutes les deux que si elle pouvait bénéficier d'une auxiliaire de vie sur place, ça lui faciliterait drôlement la vie. Bon, il y a déjà la confiance qui règne puisque c'est une de ses amies, après il faut que la personne l'accepte, évidemment. Mais voilà. Comment on voit bien sur ce sujet que Caroline et Pauline essaient de vous aiguiller, de vous donner des pistes de réflexion sur justement cette proximité, etc. Quelque part, elles interfèrent un peu dans votre discussion avec votre fille. Elles viennent se placer comme un tiers. Comment vous le prenez? Comment vous l'acceptez? Bon, c'est sur l'avis de la MDPH, parce que ça fait longtemps que je pense justement à préparer le temps d'après, quoi, hein. Donc là aussi j'ai exploré tous les possibles et c'est la MDPH qui m'avait conseillé de solliciter l'APF, mais dans mon esprit c'était une structure qui me remplacerait une fois que je ne suis plus là. Et alors j'ai découvert quand elles sont arrivées que ce n'était pas du tout ça. Alors, d'emblée, je me suis sentie en phase, parce que pour moi, ça a toujours été important de respecter la personne de ma fille, c'est-à-dire de la voir en tant que personne et pas en tant que quelqu'un qui porte un handicap. Et ça, je l'ai retrouvé... Personne à part vous ne peut le savoir mieux que vous, finalement. Comment? Personne ne peut le savoir mieux que vous, finalement. Oui, ben là, je profite de dire à Caroline, j'espère qu'elle m'en voudra pas. Bon, je le dis en public, c'est bien la preuve que ça m'a aidée. À un moment donné, Caroline m'a dit mais personne ne pourra vous remplacer, vous êtes sa mère. Ça a ouvert un gouffre en moi, mais alors terrible. Et ça m'a aidée après parce que je me suis dit, ma pauvre fille, tu peux rien contre la mort, un jour tu vas mourir, voilà, j'ai 76 ans, ça peut m'arriver demain matin. Donc, voilà, faut accepter, donc ça m'a rendu service, c'est pour ça que je le dis. Mais c'était l'idée. Hein. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a affaire de manière générale aux professionnels, à des structures comme l'APF, il faut le temps que la confiance s'installe. Hein, ça se fait pas. Combien de temps avant d'avoir ce genre de discussion? Ça dépend du nombre de rencontres et tout. Moi, je trouve que ça s'est fait assez vite. Mais c'est vrai qu'au départ, moi personnellement, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais j'ai eu l'impression que votre façon de faire, c'était de prendre toutes les rênes à la fois. Et donc, je me suis sentie... C'est même pas que je me suis sentie dépossédée, c'est toujours la peur. Moi, j'ai toujours peur que les autres, ne connaissant pas Pascale, et Pascale ne pouvant pas dire ce qu'elle veut, que les autres mettent les mauvaises solutions en place pour Pascale. Ça a toujours été ça, ma peur. Donc voilà, quoi.
Après, ce que j'ai vraiment apprécié dans cet accompagnement-là, c'est que je crois que ce soit Caroline, Pauline, etc., je crois qu'elles ont senti des choses que j'étais pas prête à accepter, elles n'ont pas insisté. Et c'est quelque chose que je trouve extrêmement positif. Laisser du temps, laisser la place, c'est ça Caroline? Oui. Trouver la distance, la bonne distance pour laisser le temps de travail. Oui, je crois qu'on l'a abordé ce matin. Le temps, c'est le premier outil de la relation d'aide. Ça a été dit. On amène la personne en fait à se poser des questions. On le voit dans le film à plusieurs reprises. On met des mots en fait sur la situation, ce qui oblige la personne aidée et son aidant à se positionner. Mais pour ça, il faut du temps. Pour prendre des décisions où il y a beaucoup d'enjeux relationnels, mais financiers. Voilà, ce sont des situations complexes. Il faut s'appuyer, c'est important de pouvoir créer une relation de confiance pour accompagner la personne et son entourage dans une réflexion où chacun pourra prendre une place juste et légitime. Et bien souvent, comme dans la situation de Madame Lambert, les aidants sont amenés à prendre des missions, de nombreuses missions. Madame Lambert est mère, tout d'abord, mais aussi curatrice, mais aussi aidante familiale, mais aussi auxiliaire de vie. Et donc c'est important d'accompagner les aidants à faire le tri en fait dans toutes ces missions, parce que pour eux ils sont d'abord parents. Et ces missions-là sont naturellement assumées du fait du lien de parenté. Bien sûr. On ne peut pas découper l'affection et l'aide que l'on va donner à son enfant. Mais je voudrais réagir juste par rapport à la question de tout à l'heure. Il faut que la grosse difficulté, c'est d'avoir en face de soi quelqu'un qui est aphasique, quoi. D'arriver à comprendre exactement quel est son souhait. Toutes les minutes, il faut se demander est-ce que j'ai bien interprété ses gestes, est-ce que j'ai bien interprété le non-verbal, est-ce que c'est vraiment ça qu'elle veut, etc. C'est extrêmement compliqué, quoi. Voilà, les décisions, je vous dis ma manière de fonctionner. Je ne sais pas comment font les autres, mais moi je cherche ce que je pense qui peut le mieux correspondre aux besoins de Pascal, et parce qu'il faut quand même, c'est incroyable tout ce qui peut être fait. Vous avez dit parcours du combattant dans l'interview de ce matin. Tout à fait. Et donc à partir du moment où je pense qu'il y a des solutions qui pourraient lui plaire, j'en parle avec elle, pas une fois, pas 2 fois, mais 10 fois, 20 fois, je reviens, voilà, et puis à un moment donné, c'est elle qui décide. Est-ce que quelqu'un a aperçu autre chose dans ce film? Oui. Alors, ou la chef. Alors, moi j'avais une interrogation par rapport au choix donc, de l'auxiliaire de vie, donc, qui est une amie de votre fille, c'est ça, j'ai bien compris? Oui. Voilà. Alors c'est vrai que d'un point de vue théorique, bon, moi je suis directeur de l'UDAF, donc on gère un service de protection juridique des majeurs. On ne conseille pas effectivement de faire de confusion entre l'affectif et le professionnel. Et je crois que c'était le rôle des professionnels de vous éclairer sur ce risque-là, qui est celui que tant que ça va bien, eh bien, c'est très bien, parce que finalement la relation amicale c'est un prolongement de la relation familiale. Donc tant que tout va bien, ça va bien. Voilà. Mais imaginons que ça se complexifie, que finalement vos attentes, que les attentes de votre fille, que vous pouvez évaluer, ne soient pas satisfaites. C'est là qu'il faut reprendre la fonction professionnelle, puisque vous êtes curatrice de votre fille, c'est donc elle l'employeur. Et vous l'assistez dans cette fonction. Et donc c'est là qu'à un moment donné, il faut être capable d'avoir la lucidité, de se dire, bon, je reprends mes fonctions d'employeur
en tout cas d'assistant de l'employeur, puisque c'est encore une fois juridiquement votre fille qui est l'employeur. Et si les choses doivent être ajustées, elles devront l'être, et si elles doivent être interrompues, elles doivent l'être aussi. Mais c'est pas la peine de faire de la prévention avant que le risque se présente. Donc moi je pense que votre choix, qui est de dire pour le moment c'est une situation qui nous convient, parce que c'est une situation dans laquelle on est en confiance, tant mieux. Vous l'avez dit tout à l'heure, il faut bien faire quelque chose, et puis il faut tenter, il faut se faire confiance. Donc je pense que la confiance, elle est de mise, et sans doute vous rassure-t-elle, mais ce n'est pas une confiance sans limite, puisque à un moment donné, au-delà de vos fonction de maman, vous avez une autre fonction que vous a donnée la loi, qui est d'être la curatrice de votre fille. Donc je pense que les professionnels, elles font leur job quand elles vous disent « soyez vigilantes » et que vous prenez vos responsabilités en disant « d'accord, j'aurai un œil ouvert, mais pour moi c'est mieux si ça se passe comme ça et tentons l'expérience ». Voilà, moi le petit retour que je voulais vous faire, parce que c'est une situation qu'on peut rencontrer sur le fait de dire finalement qui est le mieux placé pour m'aider dans ma fonction d'aidant. Ça peut être quelqu'un de l'environnement, mais ça ne peut pas se faire sans limite et avec une confiance aveugle, quoi. Oui. Quand avec Pascal on a pensé à cette personne-là, on voyait plutôt le bénéfice de la proximité dans le village plutôt que le fait qu'elle était son amie, quoi. C'était ça. Parce que sinon ça embraye plein de difficultés supplémentaires, financières, etc. Oui, cette décision-là, par contre, je pense que vraiment elle vous appartient et que ça fait partie des petits ajustements que l'on doit faire en permanence dans son quotidien. On doit faire des compromis, vous en avez fait un, et tant qu'il est bénéfique, il faut continuer. Je fais passer le micro. Ça m'a d'abord aussi le côté non stéréotypable des prises en charge, je crois aussi. Oui. C'est qu'en fait, à chaque situation, il faut vraiment avoir en tête que c'est uniquement une question d'adaptation aux situations permanentes. C'est vraiment le principal. Ce qu'on entend là, c'est qu'effectivement, dans la normalité, on va dire, si on parle de normalité, c'est préférable de ne pas avoir ce type peut-être de rapport employeur-employé. Non. Ben non, là c'est ce qu'il faut peut-être. Oui. On fait ce qu'il faut. Ça marche. Il n'y a pas de solution parfaite. Ouais. Tout à fait. Et la solution d'aujourd'hui n'est pas forcément la solution de demain. C'est ce qu'on voit avec Michel Marty, le verticalisateur. Hier, c'était pas une solution pour vous. Là, ça l'est devenu parce que vous étiez prête et la situation faisait que c'était une solution qu'on pouvait vous proposer. Vous avez commencé par vous opposer. Oui. Ouais. Et après, je finis par dire oui, il faut essayer. Et puis finalement, c'est le top. Le verticalisateur, c'est vraiment bien. Ça m'handicape un peu la nuit, parce que la nuit, c'est plus difficile à mettre en place quand elle est assise sur le lit, par exemple. Mais bon, après, je dors moins. Vous dormez moins. Oui. Oui. Voilà. Par rapport à... Oui, pardon. Non, j'allais dire, voilà, la solution d'augmenter le plan d'heure pour la nuit, on voit bien que c'est pas une solution qui correspond. Voilà, c'est pas parce qu'on mettra plus de moyens, plus d'heures, que ça répondra à vos besoins à vous. Non, pas la nuit. Moi, j'ai pas une maison hyper grande, ce qui se passe dans une chambre, on l'entend à l'autre. Donc moi-même, si je ferme la porte, s'il y a quelqu'un la nuit, Alors que vu de l'extérieur, on peut se dire, c'est chouette, on va faire un dispositif, on va envoyer des heures et puis on va solutionner le problème. Mais c'est pas votre problème. C'est pas celui-là. Il faut bien écouter votre oui. Moi, besoin. si je veux dormir, il faut que je parte de chez moi, mais chez moi, je partirai pas. J'ai pris ma soeur, mais j'ai pris ma soeur chez moi et c'est pas pour partir moi. Ce que vous dites à un moment ce matin et qu'on entend au niveau des aidants, c'est ce pacte affectif que vous avez et qui quelque part vous engage très profondément. Vous sacrifiez beaucoup de votre vie. Oui. Beaucoup, c'est un euphémisme. Oui. Parce que vous avez fait un pacte affectif avec votre sœur. Tout à fait. Et ça, c'est pas remplaçable.
C'est pour ça que vous culpabilisez peut-être parfois quand on vous propose un peu de répit, ou c'est à vous de faire ce... Oui. C'est très difficile. Ouais. Attends, j'ai une question, je m'excuse. Je voudrais justement à Madame Marty, je voudrais lui demander comment vous avez été repérée comme aidante. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? C'est nous. C'est à force Geneviève était sur client et elle faisait beaucoup de chutes graves puisqu'elle était hospitalisée à chaque fois. Et elle venait le temps de sa guérison, parce qu'elle s'est beaucoup abîmé le visage. Et le temps de sa guérison, elle venait chez moi, puis elle repartait chez elle, et ça recommençait. Et 15 jours après, c'était 15 jours d'espace, elle est rebelote. Et on a décidé, elle parlait encore à ce moment-là, un commun accord qu'elle vienne chez moi pour qu'on puisse l'assister davantage. Parce que Palajac, il y a 1 heure de route et ça faisait beaucoup de distance pour pouvoir être disponible le plus souvent possible. Alors au début, on avait pensé avec justement Caroline, Pauline, Coralie et Aurélia. Et, on avait pensé lui trouver un appartement sur Palajac qui soit adapté, et donc on n'était pas loin. Mais au final, elle a sa maladie a progressé très rapidement, et donc on a dit que ce n'était pas la peine de mettre en place Oui. Dans le temps, c'était pas gérable dans le temps. C'était pas la peine, parce qu'elle aurait fini quand même par venir à la maison. Comment vous avez rencontré Coralie, Caroline vous avez moi, je me souviens, vous m'avez dit, j'ai eu de la chance. Que fait la chance dans cette histoire? Ma chance, c'est que j'ai eu la chance de... c'est la neurologue de ma soeur, qui m'a dit, je vais vous mettre en relation avec le médecin de Montpellier, donc le docteur DLC. Et voilà. Et à ma grande surprise, 15 jours après que j'ai vu la neurologue, le docteur DLC m'a téléphoné, il est venu à mon domicile, et c'est lui qui m'a parlé donc des APF. Voilà, et j'ai été mise en relation, et c'est fait qu'après les délais d'attente avec la MDPH sont très longs. Et après, on a été bien aiguillés, tout par l'équipe que j'adore. Ça se voit. Voilà, c'est bon. Voilà comment on a connu les APF. Je ne savais pas d'ailleurs qu'on pouvait... j'ai demandé, je crois que j'ai demandé à Aurélia l'autre jour, me semble, Aurélia, comment on pouvait, si on pouvait se mettre nous-mêmes en direct en contact avec les APF. Elle m'a dit que non, donc il fallait passer par la MDPH. C'est ça. Voilà. Donc moi j'ai eu la chance d'être aiguillée par Madame Nicolo. Par votre médecin. Oui. D'accord. Cette notion de chance dans ce parcours, ça m'interpelle un peu. Bon. Il faut avoir de la chance. Et ceux qui n'en ont pas, ils font comment? Vous avez le micro. Attendez, on va vous donner le micro. Il y avait Magali qui avait demandé le micro avant, et après c'est Madame. Ah, pardon. J'avais pas vu. On va essayer de faire les... Alors, Magali et après... Moi, je voulais dire deux choses qui me semblent importantes. La première, c'est, je relève le travail vraiment très très important et très intéressant des collègues qui font cet accompagnement, parce qu'effectivement, je relève cette temporalité et surtout cette capacité à créer un lien, à considérer l'aidant comme un partenaire très important dans l'aide qui est apportée à la personne, qu'elle soit en situation de handicap, ou qu'elle soit personne âgée, ou qu'elle soit enfant, ou qu'elle soit... voilà. C'est-à-dire que la relation d'aide, effectivement, ça paraît très très important de dire que ça passe d'abord par le fait de créer un contact avec la personne, de l'écouter et de créer ce lien très particulier qu'on appelle relation d'aide.
et qui permet à la famille de se sentir entendue, de se sentir en confiance et de pouvoir effectivement être soutenue dans son rôle d'aidant. Voilà. Parce que vous n'apportez pas que de l'information, vous n'apportez pas que des dispositifs, vous vous mettez à côté de la personne, avec la personne, et ça me paraît très très important. Donc ça, je voulais le relever parce que ça me paraît Merci. très bien. Et ensuite, la deuxième chose, j'allais rebondir sur la question effectivement du repérage. Où effectivement, il y a les personnes qui ne connaissent aucun dispositif. Donc moi, une de mes attentes aujourd'hui, c'est de voir comment, quand on est en contact en qualité de professionnel, quand on est en contact avec une famille, un aidant, une personne, comment on crée entre nous des dispositifs et comment on crée entre nous des liens suffisamment importants pour pouvoir dire vers qui je vais me tourner, avec qui je vais travailler et comment je repère la personne et comment je permets à la personne d'avoir accès à des dispositifs. Ça me paraît aujourd'hui quelque chose de très important. Et la deuxième des choses, c'est pour les personnes qui sont déjà dans des dispositifs, c'est vrai que les personnes demandent à accéder à des droits, comme l'APA par exemple, ou les dispositifs de la maison du handicap. Pour le moment, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on n'arrive pas à avoir un accès direct, c'est-à-dire que lorsque les personnes demandent un droit, que ce soit automatique, qu'on puisse les orienter vers une première structure d'information, un peu pour mon service, puisque moi je suis effectivement souvent avec mes collègues au démarrage, à l'information initiale. Comment se fait-il qu'on ne puisse pas orienter directement les personnes qui ouvrent des droits vers les structures qui sont là pour les informer et pour voir la situation de manière plus globale que le droit lui-même? Et comment se fait-il qu'il y ait des personnes qui sont encore dans la nature alors qu'il existe des dispositifs d'accompagnement pour eux? Voilà. Alors, ça va répondre peut-être un petit peu à tout. Je crois que le SAMSA notamment s'est transformé en SAMSA de coordination. C'est-à-dire que notre mission essentielle dans le cadre du SAMSA, c'est de développer les partenariats. Et Madame Marty, elle est gentille, elle a dit qu'elle avait de la chance, mais je crois que moi, j'ai eu de la chance d'avoir dans mon équipe Michel Delcé et après toute l'équipe qui se sont... on a juste fait une liste de toutes les personnes, tous les partenaires qu'il fallait qu'on contacte. Enfin, c'est Michel qui a fait ça en arrivant, de tous les neurologues, dont Madame Nicono. Et on a été systématiquement, et l'équipe continue à le faire, d'aller voir systématiquement tous les partenaires. Mais c'est vraiment tous les partenaires. Donc Michel est en lien avec Propara, avec Montpellier, il est en lien avec tous les neurologues de Carcassonne. Systématiquement, Coralie, qui est l'infirmière coordinatrice, et dans la fonction, elle se met en lien aussi avec tous les médecins, les libéraux, les infirmiers libéraux, etc. Ce qui fait que tout le maillage, tout le réseau, normalement, il est contacté et normalement on travaille avec. Et ça, c'est notre travail. Voilà. Et pour ce qui concerne les personnes âgées, je crois qu'il manque un SAMSA de coordination. Tout simplement, depuis ce matin. Je le dis depuis ce matin, mais je crois que les dispositifs sont là, les moyens sont là, et il manque juste la coordination à faire. C'est une question de volonté, là, maintenant. Peut-être un poste, mais... Non, on va les bonnes personnes. Pardon? Nous, on peut remonter les besoins, mais on se dit, parfois on est frustré à la fin d'une journée comme celle-ci, parce que bon, les besoins, on les connaît, on les fait remonter régulièrement, puis on repart comme on est arrivé, quoi. Enfin, avec plus d'informations. Je pense qu'il revient à chacun. Je veux dire, les assistants sociaux du service vont contacter les autres assistants sociaux de tout le secteur, les assistants sociaux de secteur, les autres services. On a rencontré la PAM, on a rencontré la TDI, Aurélia, la psy, va rencontrer les autres psys. Et je pense que c'est vraiment du travail de... C'est un maillage, mais si ça a quelque chose à voir, je pense qu'avec les personnes... Non, mais il me semble aussi, enfin, c'est ce que constatent les filles dans le cadre de la technicothèque, c'est que
il y a des dispositifs. Il existe, il y a la paille, il y a le PLIC, il y a la Maya, il y a etc. Et je pense qu'il suffirait qu'il y ait de la coordination ou une volonté de coordination. Je ne sais pas, Marie, c'est une émission déjà. Voilà, ça commence à se rencontrer de plus en plus avec les partenaires. C'est ce qui est, à mon sens, important de travailler en partenariat avec les partenaires, c'est ce qu'on fait déjà ce matin. Et on fait remonter au fur et à mesure les besoins. Bon, ça prend peut-être un peu de temps, mais on peut s'apercevoir, on était sur une réunion Maya il n'y a pas longtemps, qu'en fait, on a tous un peu la même volonté que de faire améliorer les dispositifs et voilà, que ça apporte des fruits pour les accompagnements. Donc, voilà, peut-être que petit à petit, on va y aller. Il ne faut pas Vous disiez, c'est pas la question? Pourquoi? Attendez, prenez le micro à chaque fois, je sais que c'est un peu... Mais ce dispositif d'accompagnement pour les aidants, je ne parle pas pour l'ensemble des situations des personnes âgées, mais en tout cas, pour l'accompagnement des aidants, on a un dispositif et un dispositif qui fonctionne. Aujourd'hui, notre difficulté, nous, c'est pas tant d'accompagner les personnes, les aidants, les personnes âgées, c'est de les repérer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on manque d'orientation. Alors, on manque pas de travail, c'est pas ce que je dis. Mais on manque d'orientation de la part des partenaires, parce que dans la relation d'aide, on peut, vous le savez, tous ceux qui font de l'accompagnement le savent, il y a des situations pour lesquelles on va prendre énormément de temps sur des moments particuliers de l'accompagnement, et puis d'autres situations où quelques contacts au début de l'accompagnement, au début de la prise en charge, vont permettre d'éviter la dégradation de la situation. Donc ça veut dire que nous, ce que l'on souhaiterait, c'est que les aidants de personnes âgées soient repérés le plus en amont possible pour que, avec les collègues, on puisse effectivement mettre en place un certain nombre de choses qui vont permettre d'éviter la dégradation des situations et qui vont permettre surtout, si la situation venait à se dégrader, que la personne ait déjà le repère de l'espace senior, qu'elle puisse déjà nous contacter et qu'elle puisse déjà mettre en place un certain nombre de choses qui vont permettre d'éviter que ça ne se dégrade trop vite et de manière trop importante. Voilà. Donc moi aujourd'hui la question que je posais, ce n'était pas celle d'un dispositif de coordination pour lequel je suis d'accord avec vous. J'ai jamais dit que je ne l'étais pas. Mais par contre, déjà au démarrage, de pouvoir dire comment se fait-il que lorsque les personnes demandent la part, elles puissent accéder directement à un dispositif qui leur permet d'avoir au moins les renseignements minimums qui font qu'elle va pouvoir, elle, commencer à avoir un plan d'action. Une personne qui soigne une personne âgée, si elle sait déjà qu'elle peut aller à l'espace senior, qu'elle a repéré un service d'aide à domicile, qu'elle a repéré comment le médecin intervient, quelle est la différence entre le médico-social et le sanitaire, déjà pour elle, elle a déjà dans sa tête un plan qui lui permet en cas de difficulté de fonctionner. Or aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà. C'était de ça dont je... Pauline a envie de vous répondre. Attendez, micro. Ce qui est compliqué, c'est que je pense que les dents, déjà de base, c'est pas qu'il est dents. Donc pour l'orienter vers ça, il y a tout un travail pour lui faire comprendre sa place. Et en plus, vous ne faites pas de domicile. Et ça, c'est un énorme frein. Le fait de ne pas être à domicile, c'est-à-dire qu'il doit se déplacer, il n'est plus à la maison, donc il n'est plus auprès de son proche. Et sur tout un réseau qui va à domicile. Il y a aussi une méconnaissance de tous avec qui on travaille. Parce que le réseau existe. Parce que nous, par exemple, si on va parler du PLIC à quelqu'un, et on l'a fait avec Madame Lambert, c'est assez rigolo quand il est là, il faut se déplacer, il faut aller chercher l'information, qu'est-ce que ça peut m'apporter de plus, et ça, c'est même si on communique là-dessus, c'est très compliqué pour la personne de se déplacer, de remettre quelqu'un dans la boucle, et même si elle fait ça, c'est qu'elle sait qu'elle est dans ça. Je ne sais pas si je suis claire. Juste une remarque. Par rapport à ce repérage, par rapport au service d'aide à domicile, la problématique, elle est vraiment là. À savoir qu'en fait, on l'a dit tout à l'heure, il y a petit à petit, notamment dans les couples d'aidants et dans l'aider, cette notion au naturel de faire. Et petit à petit, effectivement, la place prend, le travail prend, la charge prend. Sauf que l'aide à domicile, là depuis un petit moment parfois, elle continue, elle s'adapte. Alors elle fait que ça, elle fait que s'adapter tout au long de son parcours. Et
elle n'a pas la capacité déjà, à évaluer réellement à quel moment il faut qu'elle déclenche, ou en tout cas il faudrait qu'elle soit la sentinelle qui évalue et qui en plus derrière va interpeller ses responsables du secteur pour mettre en place quelque chose. Et c'est là le problème, c'est qu'en fait, comme le dit Magali, on ne leur envoie pas, très peu finalement. Si je réfléchis là, dans les dernières semaines, à qui nous a interpellés sur une situation d'aidant, alors qu'on est sur 1300 personnes donc aidées. Voilà, la Et ça sera on dans va se l'urgence. déplacer, oui, c'est sûr. Exactement. Mais sauf que travailler en amont, Donc, l'urgence, ça permet d'avoir des contacts. On travaille avec plein de gens qui ne viennent pas au service. Donc, alors, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette non plus. Mais déjà, au moins là, on a intégré, depuis que le SIAF, et c'est là où c'est très important, c'est que le SIAF il a servi à ça, en tout cas moi il m'a servi à ça, à déjà se connaître, à se reconnaître, à s'identifier, c'est déjà énorme. Et derrière, tiens voilà déjà, le département il nous a mis une grille là, quand on fait rentrer des personnes dans le service, on a une grille maintenant où on peut identifier donc les dents. Et c'est systématique, ça y est, dans tous nos plans d'aide, on met ce repérage. Alors bien sûr, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà la petite pierre. Et derrière, donc, si on arrive à former, tant soit peu, les aides à domicile sur cette notion de repérage, déjà, voilà, ça c'est des petits pas qui vont faire qu'à un moment donné, elles sentiront, elles sauront que, il faut qu'elles interviennent, ou en tout cas, il faut qu'elles interpellent. Jusqu'ici, le problème est là, c'est qu'elles n'ont pas les moyens d'eux. On leur a pas donné les moyens d'eux. Aujourd'hui, on est tous dans des institutions contraintes. Et aujourd'hui, on a à travailler ensemble de manière, je dirais, militante pour faire évoluer les choses. Je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'on a pu dire ce matin, mais on a aussi à travailler avec les moyens que l'on a, à croiser nos compétences, à croiser nos moyens et à voir comment on peut s'alimenter les uns les autres et comment on peut se soutenir les uns les autres. Il y a plein de situations que l'espace senior accompagne pour lesquels on ne va pas à domicile. Parce qu'on ne va pas à domicile pour autant, les gens sont accompagnés. Donc ça veut dire qu'on a soit des partenaires qui nous aident dans cet accompagnement-là, soit on met en place d'autres dispositifs. Les collègues ont fréquemment rappellent les personnes, les aidants, leur demandent des nouvelles par téléphone, ont une attention particulière, leur envoient des documents à domicile, traitent avec elles par téléphone du fait de remplir les documents. Enfin, voilà, elles font tout un travail dans la contrainte qui est la nôtre. Parce qu'on s'adapte à la contrainte qui est la nôtre. J'aurais voulu, parce que j'ai fait hier de vie de ce matin, j'aurais voulu, excusez-moi, je lui donne la parole, le micro s'enfile quelque part. Il n'est plus revenu. Je veux bien. Merci. Juste, je lui donne la parole parce que comment ça se passe, comment vous savez, il faut une formation pour repérer les dents. Vous en avez besoin? Oui, on en a besoin quand même. Enfin, on est tous diplômés. C'est-à-dire à quel moment vous pensez qu'il faut alerter? Comment vous le ressentez? Comment ça se passe? Et vers qui vous tournez-vous? Déjà, d'une, en tant qu'auxiliaire de vie, on n'a pas de pouvoir. On a les aides-soignantes, les infirmiers. Enfin, on a les aides-soignantes, les infirmiers, qui nous remettent parfois à notre place en disant vous êtes le dernier maillon, vous n'êtes pas diplômé. Alors qu'on vit tous les jours, nous, avec les personnes handicapées, les personnes âgées, donc on sait quand ils ne vont pas, puisqu'il y a un lien qui est créé avec eux. Donc si on a le malheur de faire, ou de dire, ça ne va pas, on nous dit qu'on n'est pas bon. C'est pas notre domaine, mais si, puisque c'est nous qui les accompagnons dans la vie de tous les jours. L'infirmier qui passe une fois la semaine, qu'est-ce qu'il voit? Il n'aperçoit rien du tout, il va préparer un pilulier ou il va faire d'autres trucs. L'aide-soignant qui vient pour la toilette, c'est pareil. Donc en fait, je pense que nous, on a quand même un rôle important, mais en fait, on n'est pas entendu. Alors que j'estime que dans notre métier, on a plus de valeur, entre guillemets, dans le sens péjoratif, qu'une aide-soignante ou qu'un infirmier qui vient une fois la semaine. Donc nous, quand il y a un souci, on prévient notre patron, qui lui est infirmier, qui vient juger sur place. Même si c'est banal pour nous, pour lui, il trouve ça très très important parce qu'on fait notre boulot. Quoi. Maintenant, s'il la suit, ne suit pas, c'est pas notre problème. Malheureusement, on a fait notre boulot que d'auxiliaire de vie. Je réagis un petit peu là. Avec le micro alors. Je réagis un petit peu parce que bon, cette fracture, on va dire, sanitaire, sociale, bon, on peut en finir avec ça. Hein.
on est tous dans la chaîne, et de toute façon, il en manque que, c'est fini, ça s'arrête. Hein. Donc, on est tous, on va dire... on va retenir le mot de chaîne, oui, on en reparlera tout à l'heure. Donc ça, il faut... voilà. Je pense que si vous le dites, c'est que vous le vivez, c'est que vous le ressentez. Donc là, je ne veux pas remettre cet aspect-là en question. En même temps, c'est vraiment un travail pour le coup de fond. Et ça, nous, on travaille puisqu'on est SIAL et SAD. On fait un rapprochement maintenant du quotidien, c'est-à-dire on crée des binômes, ça aussi. Il faut arriver à rapprocher ces deux missions sanitaires et sociales au maximum. La prise en charge démarre dès qu'on a besoin de quelqu'un pour autre chose, de toute façon. Et ça finit par effectivement une fin de vie avec des soins. Ok. Et donc cette chaîne, elle est donc continue. Elle est continue. Elle fait des marches avant, elle fait des marches arrière. On est ensemble. Et ça, c'est cette notion-là. Il faut que tous les services la prennent en compte, y compris les services qui sont isolés, hein, les services de la domicile qui n'ont pas un SIAL associé. Il faut qu'ils se rapprochent des SIAL. Il faut arriver à créer ces fameuses interventions à deux, parfois. C'est pas toujours obligé qu'il y ait deux soignantes en même temps sur une situation complexe. Il peut y avoir une aide de vie et une aide-soignante, justement, qui pourra apporter tous les éléments qu'elle a ressentis ou qu'elle a visualisé toute la semaine, et une aide-soignante, effectivement, qui vient des fois que 2-3 fois par semaine. Donc ça, je pense que, voilà, ça, c'est des états d'esprit qu'il faut arriver à travailler au quotidien, et c'est à nous, effectivement, toutes les institutions, à les mettre en avant et à les proposer. Parce que ça existe, et ça va avancer. On est sur une voie là-dessus, c'est une évidence, puisque l'espace SAD, ça y est, maintenant, ça monte partout, les services polyvalents d'aide et de soins, c'est une des solutions, mais je pense que ça fait partie quand même des solutions. Sur le repérage, alors, moi je représente l'association Carcassonne de Solidarité, je participe au SIAF, et c'est vrai qu'on a eu plusieurs discussions, comment repérer les aidants, et pourtant, si on fait le tour de nos quartiers, si on faisait du porte-à-porte, je vous assure qu'on arriverait à trouver qu'il y a des aidants qui se cachent, qui ne le savent pas et qui le font depuis des années. Et je disais tout à l'heure qu'on est de plus en plus sollicité en tant qu'association pour aider les aidants à trouver des solutions à leur situation et à la personne aidée. Et puis je me disais, mais comment se fait-il qu'on soit sollicité comme ça? Or, c'est une petite expérience. Mais nous, on va à domicile. On est interpellé sur diverses situations. Par exemple, pour l'aide au chauffage, pour des travaux d'amélioration de l'habitat, pour une personne seule qui a besoin de changer sa bouteille de gaz et qui trouve personne pour le faire. Donc, il y a maintes choses qui nous permettent d'accéder au domicile des personnes. Et c'est là qu'on découvre les situations. Et quand on découvre ces situations, il faut qu'on ait la connaissance du réseau qui peut répondre. Parce que nous, je ne dis pas qu'on fait de l'alerte, mais dans la mesure où on a cette relation, aussitôt après, combien de fois on a interpellé l'espace senior pour faire du placement dans des EHPAD, pour faire du maintien à domicile, mais c'est dans l'année, on fait en gros entre 250 et 280 visites à domicile sur différentes choses. Et là, depuis quelques mois, et même plus, depuis quelques années, on est devenu je serai dans les aidants, et aider les aider, voilà. Mais c'est, en fait, on le dit, on parle de coordination, etc. Mais en fait, c'est le réseau, les outils, ils existent. C'est de mettre en connexion tout cela pour que les situations ne s'éternisent pas, et même qu'on fasse du travail de prévention pour préparer les familles à ces situations. Voilà. Je redonne la parole à Monique. Oui, je voulais intervenir par rapport aux prestataires de services. Bon, c'est le rôle des familles de les choisir. À mon avis, il y a une attitude différente des prestataires de services vis-à-vis du public de personnes âgées et du public de personnes qui ont un handicap.
Moi, je me suis battue tout à fait au départ parce qu'elle était aphasique. À l'époque, elle est encore hémiplégique, maintenant elle marche, mais à l'époque, elle était en fauteuil, etc. Mais les 2 années sont primordiales pour l'évolution possible au niveau de l'aphasie. Et je donne l'exemple, par exemple, des orthophonistes qui demandaient que les exercices qui étaient faits en séance soient repris après dans la journée plusieurs fois. Les auxiliaires de vie ne le faisaient pas. Donc je me suis adressée au prestataire de service, on s'est discuté de nombreuses fois, et on a carrément dit c'est pas le rôle des filles de faire de la stimulation. Moi je demandais qu'elles stimulent. Et ça s'est très mal passé. Résultat, on a quitté ce prestataire de service-là. Ensuite, on a pris, comment ça s'appelle, les trucs du privé, de Césu. C'est revenu trop cher, etc. Enfin, c'est un peu la galère aussi pour trouver des solutions qui correspondent le plus aux besoins des personnes aidées. Mais les prestataires de service ont un examen de conscience à faire, à mon avis. Voilà. On est tous sur des examens de conscience, voilà, on est d'abord mis. Moi, ce que je trouve troublant depuis ce matin, c'est qu'on a parlé de moyens, d'argent, etc. C'est certainement important. Mais moi, j'ai envie de dire, j'aime bien mettre le pied dans le plat. J'ai envie qu'on vous donne plus d'argent. Et qu'on vous dise, mais si vous n'êtes pas capable d'organiser toute la richesse des dispositifs, j'en vois partout des dispositifs, et des trucs par-ci, des trucs par-là, et ça ne marche pas ensemble. Si vous ne marchez pas ensemble, si vous ne coopérez pas, enfin, c'est mon avis personnel, je ne vois pas comment, même si on vous donne plus de moyens, vous y arriverez, parce que vous allez chaque fois tomber dans des impasses. Il n'y aura pas plus de visibilité pour les personnes. S'il n'y a pas de quelqu'un qui coordonne, qui permet un assistant, une auxiliaire de vie doit pouvoir avoir quelqu'un au bout du film, ne pas remplir de paperasse pour expliquer oui, là je crois qu'effectivement je cause cette casse. Non, j'appelle et je dis voilà la situation et cette personne doit l'analyser pour orienter. Oui, moi je suis infirmière, je travaille dans un CMS, centre médico-social. Je ne sais pas si j'aperçois quand même une assistante sociale, je ne sais pas si on est nombreuses. Il me semble quand même qu'on a des bons relais, me semble-t-il. Nous on va à domicile, moi souvent je me suis déplacée, je rencontre. Quand je vois, je ne sais pas si vous êtes infirmière ou assistante sociale, mais bon là, les entretiens que je vois sont très proches de ce qu'on peut avoir quand il y a des signalements. Il y a quelque chose qui me trouve parce que il y a quand même dans le CMS, moi je travaille avec la personne centre, mais tous les CMS c'est pareil, il y a moitié sur l'accueil de prévention, on me semble qu'on travaille avec vous quand même. Moi je vous quand même, voilà, oui. Moi, les plus grosses difficultés, s'il y avait besoin de sous supplémentaires, c'est que vous avez la part. Je trouve que maintenant, on nous dit la prévention. Moi, je fais comme ça de mon travail. Je me dis, on attend qu'il y ait les chutes et tout ça avant. Voilà, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'on n'est plus dans la prévention. L'APA intervient, c'est plus pour moi un outil de prévention. On intervient, les gens on les connaît, on les a repérés, on attend qu'ils chutent et qu'ils rechutent pour redemander alors il y a plusieurs demandes, une aggravation, une révision, enfin on fait ces combines pas possible. On travaille aussi quand même pas mal avec des infirmiers libéraux. Enfin, moi je suis infirmière, je travaille avec des infirmiers libéraux parce que j'avoue que c'est plus facile avec les médecins qui sont débordés ou sont moins concernés, me semble-t-il. Les infirmiers libéraux, quand même, connaissent bien, il y a beaucoup d'infirmiers qui passent tous les jours. On prend des billets, là, j'entendais ce matin le sociologue là, qui disait. Voilà, il disait, mais ça c'est les combines qu'on fait sans arrêt. Essayer de passer les soins à la Sécu pour avoir plus d'heures à la part, enfin, des espèces de petits tricotages qu'on fait sans arrêt. Enfin, il me semble qu'on fait du travail. Au coup par coup, et moi, j'ai entendu parler de la technicothèque, ça doit être nouveau peut-être, mais ils sont venus se présenter dans le CNS. Bon, après, c'est difficile à. Pour l'instant, on l'a en tête, mais ça n'a jamais correspondu. Si un jour je peux. On arrête. Voilà. Attendez, la technicothèque, là, si je veux l'activer, je fais comment là? On peut pas?
Les CMS nous contactent. Les CMS nous contactent, font remonter le besoin éventuellement en aide technique pour les personnes qui ne l'ont pas. Et c'est nous qui déclenchons ensuite l'intervention des collègues dans le cadre de la technicothèque qui vont aller évaluer les besoins en aide technique des personnes, parfois avec nous d'ailleurs, c'est arrivé quand on passe les visites ensemble. Je voudrais juste dire aussi, hier on était à une table ronde sur le consentement des personnes âgées. Et là, je me dis, il faut aider, mais à un moment donné aussi, peut-être posons-nous la question de ce que veulent les gens, les aidants, et les aider. Parfois, ils n'ont pas forcément besoin de ce qu'on peut nous leur proposer. Je pense à une dame qui habite en face de chez moi, qui est une personne âgée qui ne veut aucune aide, que celle de ses voisins, et ça lui suffit. Plusieurs fois, je lui ai expliqué qu'il y avait des dispositifs qui existaient, etc. Et ça ne correspond pas à ses besoins, à ses envies. Les aidants, souvent, enfin, on leur donne les informations de ce qui existe également, mais ils ne vont pas forcément aller vers ces dispositifs-là. Ce n'est pas toujours un manque d'informations. Il y a aussi le consentement des gens, leur cheminement personnel. Ils n'ont pas forcément besoin ou envie de ce que nous, on peut leur proposer. Moi, je suis assistante sociale à l'hôpital et je dois dire que je vous rejoins. Il y a l'histoire du consentement et de l'aidant et de l'aider. Donc moi, je vois beaucoup de situations où les gens refusent les aides à domicile. On n'en a pas parlé. Mais parce qu'en fait, on ouvre sa maison. Ce serait intéressant que les aidants le témoignent aussi. On ouvre sa maison, on ouvre son intimité. Ce qui m'est dit aussi, c'est que plus on est dépendant, plus on a un plan d'aide étoffé. Donc ça veut dire qu'on a 4 à 5 personnes des fois différentes dans la journée qui viennent. Donc qui dérangent l'aidant aussi, puisque l'aidant il a son rythme de vie, etc. Donc ça c'est quelque chose qui m'est souvent relevé. Ensuite, ce qui serait intéressant de demander aux aidants, c'est en dehors des professionnels, puisque bon là il y a des professionnels, mais quelles sont les autres personnes qui vous ont aidé? Parce que ce que vous avez dit tout à l'heure, Madame Lambert, pendant le repas, c'était intéressant, parce qu'elle m'a dit, j'ai été filmée, j'ai l'air très sûre de moi, je ne sais plus comment vous m'avez dit, très déterminée, alors qu'en fait, je suis souvent pleine de doutes. Et je pense que c'est intéressant aussi, peut-être qu'on vous entende par rapport à ça, puisque, voilà, il n'y a pas que des moments où on est sûr des décisions qu'on prend, voilà, qui vous a aidé justement à choisir les meilleures solutions pour votre fille? Est-ce que ça a été des professionnels ou plutôt des personnes de votre entourage? Enfin, après ça, je vous laisse témoigner par rapport à ça. Chez moi, tout a démarré par le fait que quand ma fille est sortie à la suite de son coma, elle a été placée en rééducation à Cerbère et elle a bénéficié de 3, ce qu'ils appellent 3 week-ends, comment ça s'appelle déjà, 3 week-ends éducatifs, un truc comme ça, je ne sais plus le terme exact. Et la toute première fois qu'elle est arrivée dans sa maison, elle regardait partout, les yeux brillants. Elle était très excitée. À partir du deuxième week-end, elle n'a plus voulu faire aucune séance de rééducation à Cerbère. Donc j'ai compris que pour elle, c'était vraiment important. Et je me suis dit, si elle est chez elle, avec ses repères, peut-être que sa progression sera plus rapide, etc., que si elle est placée, parce qu'à l'époque, les médecins souhaitaient la placer. Et bien là, j'ai pris certainement la décision la plus difficile de ma vie parce que, voilà, j'ai fait le pari, en me basant sur ces réactions, j'ai fait le pari que, voilà. Et c'est un petit peu tout le temps comme ça, c'est-à-dire que la grosse difficulté quand on est avec quelqu'un d'aphasie, on n'est jamais sûr de bien interpréter ce que la personne veut parce qu'elle n'a pas toujours la compréhension. Pascal, elle dit oui, non. Mais des fois, quand elle dit non, ça veut dire, j'ai compris après coup, ça veut dire que ce n'est pas la bonne question qu'il me pose. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Donc c'est extrêmement compliqué, quoi. Et toute ma vie durant, voilà, je suis tout le temps dans le doute. Alors ça m'a vraiment interpellée quand une personne a dit, voilà, elle a été frappée par il faut que... Mais voilà. Après, j'assume. Merci.
Franck, que tu dois avoir écouté là. Oui, alors je vais essayer d'organiser un peu quelque chose d'un peu global sur tous les échanges. D'abord, je voudrais vous remercier, les deux familles, pour votre témoignage. Ça demande beaucoup de courage d'exposer l'intimité du quotidien dans lequel vous êtes impliqués, comme vous l'avez fait, qu'on puisse parler de votre situation ensemble, entre professionnels. Donc déjà, merci, un grand merci d'avoir accepté cet exercice qui est vraiment compliqué et difficile à faire et qui est nécessaire pour qu'on puisse ensuite construire des solutions. Donc vraiment, bravo à vous. Les quotidiens qu'on a vus et qui sont très, très bien retranscrits montrent que là, on touche à des questions qui sont très sensibles. Elles sont au cœur de tous vos choix, de vos vies. On le voit bien, l'attitude des professionnels vis-à-vis de cette sensibilité forte, ça demande beaucoup de précautions. Beaucoup de précautions pour ne pas juger trop vite ce qui est de l'ordre de vos choix, de vos attentes, de vos besoins. Des précautions et puis beaucoup de bienveillance. Et je pense que précaution et bienveillance, les professionnels de la salle, ce sont les deux appuis nécessaires pour toutes vos relations partenariales. Dans les échanges que vous allez avoir entre professionnels comme avec les aidants, c'est précaution et bienveillance. C'est-à-dire qu'on ne sait pas tout ce que les collègues font, on ne connaît pas bien les contraintes des uns et des autres, est-ce qu'ils vont à domicile, est-ce qu'ils ne vont pas à domicile, par qui ils sont financés, pourquoi est-ce qu'ils sont financés, quelles sont leurs missions. On a besoin d'apprendre à se connaître, ne jugeons pas trop vite ce que les uns et les autres font ou ne font pas, soyons avec beaucoup de bienveillance dans nos relations. C'est la base du partenariat. Si on veut avancer ensemble, c'est vraiment nécessaire. Alors, les deux situations qu'on nous a présentées, et j'étais très content, je crois que c'est vous qui parlez de la difficulté pour les gens d'accepter les aides à domicile. On voit très bien dans la première situation le caractère parfois intrusif de l'aide à domicile. Accepter des aides à domicile la nuit, pour vous, c'est pas envisageable, on le comprend très bien. Faire venir quelqu'un d'extérieur dans son domicile, alors le domicile, la racine de domicile, c'est domus, la maison, l'endroit où je suis maître chez moi. C'est vraiment le cercle privé. C'est très compliqué de donner l'accès, le droit à un étranger. Ça se fait pas n'importe comment, on rentre pas n'importe comment et on laisse pas rentrer n'importe qui chez soi. Donc on voit bien le côté intrusif de l'aide. Les deux situations ont en commun, si vous voulez, ce qu'on connaît très bien dans les injonctions paradoxales qui sont engagées dans la relation d'aide. Pourquoi je parle d'injonctions paradoxales ? Parce qu'il y a à la fois une norme de protection, on doit protéger les personnes qui sont vulnérables, et en contradiction ou en confrontation avec cette norme de protection vient entrer une autre norme qui est l'autonomie. On vient là pour donner à la personne fragile plus de capacité à faire, plus de liberté. On vient là pour la soutenir dans son autonomie. Ça rentre en contradiction. On le voit très bien dans les deux situations. Alors, bien souvent, on a des professionnels qui sont, ou des familles qui sont du côté de la protection ou du côté de l'autonomie. Moi, j'ai été assez étonné en vous écoutant de voir à quel point vous êtes du côté de l'autonomie pour votre fille. Vous avez pris tout un tas de décisions, y compris une prise de risque, que vous expliquez très bien, qui vise à lui redonner le maximum d'autonomie. Et en face de ça, on voit les professionnels qui sont plutôt sur le registre de la protection, en train de vous alerter sur les risques qu'il pourrait y avoir. Alerter au sens, on vous informe de ce qui pourrait se passer. On le voit très bien avec le choix de demander à la voisine qui pourrait intervenir en emploi direct pour réaliser certaines heures. Attention, c'est pas facile la relation d'employeur, et si ça se passe pas bien avec elle, c'est pas facile de dire à quelqu'un qu'on n'est pas satisfait de son travail, surtout quand il y a une relation affective avec cette personne-là. Donc vous voyez, cette injonction paradoxale entre protection et autonomie, elle est au cœur de toutes les relations d'aide. Bien souvent, on a des parents qui sont très orientés côté protection et des professionnels qui vont plutôt venir côté autonomie pour dire attention, la manière dont on protège trop une personne, ça va limiter son autonomie. Donc, voilà, c'est pour ça que votre situation elle est intéressante, parce que c'est un peu l'inverse. Voilà un peu un élément d'analyse un peu général. Alors, il y a une autre norme qui rentre en contradiction avec celle-là, qui est un peu plus compliquée à décrire, c'est la norme de bien-être. Il y a la protection, il y a l'autonomie, et il y a en plus tout ce qui pourrait être fait pour le bien-être de la personne. Voilà quelques éléments d'analyse qu'on retrouve dans à peu près toutes les situations d'aide à domicile. Alors, au-delà de ces situations, là, et comme votre préoccupation qui est légitime, c'est de mieux mailler
tout le territoire, on voit des aidants qui prennent des risques et il faut que les professionnels soient le filet de sécurité qui fait que la prise de risque, elle n'est pas sans... Il y a au moins une garantie, il y a un filet de sécurité qui est là pour rattraper. Donc, votre préoccupation aujourd'hui, c'est la question de la coordination et c'est bien qu'elle arrive. J'ai envie de vous inviter à continuer à y réfléchir en vous racontant une petite histoire qui illustre bien, je crois, le cheminement qu'il faut avoir. Je vous ai parlé ce matin là, des études que je réalise parfois avec Andéo. Andéo, ça a été créé il y a un peu plus d'une dizaine d'années en réunissant des associations qui représentent les personnes handicapées et puis des fédérations d'aide à domicile. Et ces deux types d'acteurs se côtoyaient régulièrement dans les politiques publiques, mais ne se connaissaient pas. Et avaient des a priori les uns envers les autres. Côté handicap, on considérait à juste titre que les services à domicile ne connaissaient rien aux personnes en situation de handicap, puisque leur public traditionnel, c'était les personnes âgées. Donc ils ne savaient pas prendre en charge les personnes handicapées. Côté fédération de domicile, on pensait que les associations de handicap ne connaissaient rien au domicile parce qu'ils géraient que des établissements et qu'ils ne savaient pas ce que c'était que d'aller aider des gens chez eux, ce qui était aussi assez vrai. Donc on commençait une aventure commune avec deux catégories d'acteurs qui se méconnaissaient, qui ne voyaient que l'aspect, qu'une représentation, qu'une petite partie les uns des autres. Et cette histoire, elle a avancé, ils ont cheminé parce qu'ils ont décidé de faire quelque chose ensemble. Ils se sont dit, on va adapter les services à domicile pour les personnes en situation de handicap. On va les adapter en créant un label qui est devenu depuis un référentiel, qui comporte un certain nombre de caractéristiques assez exigeantes, comme remplacer un intervenant absent dans l'heure, intervenir de 6h du matin à 24h le soir, former tous les auxiliaires de vie, donc des caractéristiques qui sont assez exigeantes. Ils ont construit ce label, cette certification, en se donnant un projet commun, adapté, l'accompagnement à domicile pour les personnes handicapées. Et depuis qu'ils ont réalisé ce projet ensemble, le dialogue il est maintenant existant, solide, ils peuvent se dire des choses, ils peuvent même se rentrer dedans et se critiquer sans risque de casser la relation. Et donc je crois que pour avancer maintenant, il vous faut des projets communs. Il vous faut entreprendre ensemble des choses. La rencontre comme aujourd'hui, le dialogue, c'est la base. Et on va commencer à faire... C'est en commençant à faire des choses ensemble qu'on va finalement mieux mailler ce territoire, compléter vos dispositifs les uns avec les autres. Je crois que c'est cette voie-là qu'il faut explorer. Merci.